Cela fait déjà un mois que GPT-4o est sorti, et on peut dire que c'est une véritable transformation dans l'usage de ChatGPT. Pourtant, beaucoup d'entre vous sont passés totalement à côté de toutes les nouveautés qu'apporte GPT-4o. Moi de mon côté, je l'utilise depuis sa sortie, et j'ai certainement dû taper plus de 200 prompts. Et aujourd'hui, je vous propose de revenir sur toutes les nouveautés que vous avez sans doute loupées dans votre utilisation de GPT-4o, mais aussi de vous présenter certains points que j'ai découverts et qui augmenteront sans doute votre productivité à utiliser ChatGPT. La première chose que vous avez sans doute loupé pour bon nombre d'entre vous, c'est que GPT-4o est partiellement gratuit. Vous pouvez l'utiliser gratuitement dans ChatGPT à condition de ne pas dépasser certains quotas. Ces quotas, c'est entre 10 et 15 prompts toutes les 3 heures. Et au-delà des 3 heures, ce quota est ensuite remis à 0. Par exemple, juste ici dans ChatGPT, si j'utilise ici un prompt, je vais avoir la réponse de ChatGPT et vous allez voir qu'en fin de réponse, on va être capable de jongler entre GPT 3.5 et GPT-4o. Juste ici, une fois qu'il m'a répondu, vous voyez en bas que je peux changer de modèle. Il m'a répondu avec du GPT-4o. Ce que vous pouvez faire, c'est rester en GPT 3.5 pendant toute votre utilisation, vous tapez vos prompts, vous regardez la réponse en GPT 3.5, et si la réponse ne vous correspond pas, à ce moment-là, et bien juste ici en bas, vous passez en GPT-4o, ce qui va consommer vos quotas de GPT-4o pendant 3 heures, mais pour autant, vous pouvez comme ça économiser du quota GPT-4o en ayant de base GPT 3.5. Le second élément sur lequel je voulais revenir, c'est celui sur lequel j'ai lu le plus de fausses informations. GPT-4o n'est pas plus puissant que GPT-4. GPT-4o, il est plus rapide, il comprend mieux le contexte et il est notamment propulsé par la nouvelle fonctionnalité Memory Bank beaucoup plus que GPT-4 et surtout, il est nativement multimodal, c'est-à-dire qu'il a été créé à la base pour comprendre du texte, des images, des fichiers. Et grâce à cela, il pose les bases de modèles multimodaux dans les mois à venir. Afin de vous démontrer tout ça, j'ai ici sur mon écran à gauche ChatGPT avec du coup du GPT-4o et du GPT-4 à droite. On va utiliser exactement le même prompt et regarder les différences en termes de résultats. On est ici sur la rédaction d'un article de blog sur les avantages du no-code pour créer des applications mobiles. Ici, on voit à gauche que tout simplement sur la partie GPT-4o, on a plus ou moins le même titre, mais pour autant, déjà ici, on retrouve par exemple des emojis qui pourraient aider sur un article de blog. On a aussi sur la partie GPT-4 des paragraphes bien détaillés avec plusieurs parties. Sur la partie GPT-4, on a aussi des termes un petit peu plus techniques. On a des références à des plateformes comme Bubble, Adalo, à des API, donc encore une fois des termes un petit peu plus techniques. Sur la rédaction aussi, elle est un petit peu plus élaborée côté GPT-4, avec ici l'ère numérique évolue à une vitesse fulgurante, etc. Quand on a des choses plus classiques sur du GPT-4o. Donc juste ici, on a un exemple quand même assez révélateur et encore, on n'est pas passé sur des prompts optimisés, on est sur des prompts très basiques, mais pour autant, on remarque déjà une différence dans la qualité de la réponse de GPT-4o. Par contre, vous l'avez sans doute remarqué, la vitesse d'exécution de GPT-4o à gauche est quand même extrêmement plus rapide que GPT-4. Ensuite, GPT-4o étant nativement multimodal, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la capacité à aller analyser notamment des images, elle est toujours beaucoup plus rapide que du GPT-4, mais aussi parfois beaucoup plus pertinente. Et ça, c'est un des éléments qui m'a le plus marqué dans toute l'utilisation que j'en ai faite. En effet, juste ici, on a à gauche GPT-4o et à droite GPT-4. On va leur demander d'aller analyser une image avec des éléments techniques et de faire cette analyse de façon détaillée. Et si on regarde bien, on a sur la partie de gauche GPT-4o qui allait bien évidemment beaucoup plus vite que GPT-4, mais il a pu bien m'extraire les informations, donc il a fait une bonne reconnaissance d'image. Quant à droite, on a eu quelque chose de quand même beaucoup moins détaillé. Donc là, c'est quand même un élément assez fort. GPT-4o, à mon sens, est aujourd'hui beaucoup plus pertinent dans l'analyse d'images. Et pour autant, il est en plus beaucoup plus rapide. Donc aujourd'hui, vous avez tout intérêt à utiliser GPT-4o pour analyser des images. Et en plus, on voit qu'ici, on n'est pas sur des images basiques, on est quand même sur des choses assez poussées, assez techniques. Alors le prochain point sur lequel j'ai vu beaucoup d'informations erronées, c'est sur la qualité du prompt, ce qu'on appelle le prompt engineering. J'ai lu qu'il fallait être beaucoup moins méticuleux dans la rédaction du prompt avec GPT-4o. C'est totalement faux. Il faut au contraire être beaucoup plus précis avec GPT-4o qu'avec GPT-4. Et pour ça, je vous fais la démonstration. Ici, j'ai à gauche un prompt très simple. Rédige un article de blog sur les avantages du no-code pour créer des applications. Et à droite, j'ai un prompt qui respecte les bonnes pratiques du prompt engineering. Tu es un expert en contenu digital, analyse SEO, copywriting, spécialisé dans la rédaction d'articles de blog. Tu as reçu une demande client qui te demande de rédiger un article sur les applications mobiles en no-code. Tu vas créer un article à fort potentiel qui va te permettre d'attirer plus de trafic sur son site et générer
de l'engagement sur sa marque. Là, je vais tout simplement lancer les deux prompts et vous allez voir juste ici qu'à gauche, on va avoir quelque chose de très standardisé, très simple, qui reprend juste les avantages du no-code pour la création d'applications. Quant à droite, avec un prompt qui respecte les bonnes pratiques du prompt engineering, on a déjà une introduction au no-code, les avantages, l'accessibilité, la rapidité, le coût, la flexibilité. Comment est-ce que je peux créer une application mobile en no-code avec plusieurs étapes? Alors là, pour tous ceux qui ont déjà écrit des articles de blog, vous remarquez sans doute les bonnes pratiques dans la rédaction d'un article de blog, alors qu'à gauche, on est sur quelque chose de beaucoup plus standard. À droite, on a quelque chose de plus poussé. On a aussi, par exemple, ici, des références à certains outils no-code disponibles sur le marché. Donc on a quand même quelque chose de beaucoup plus précis lorsque l'on utilise un prompt optimisé, ce qui permet de dire qu'en utilisant GPT-4o, il faut être toujours et encore précis dans l'utilisation du prompt engineering. D'ailleurs, à ce sujet, tu retrouveras en description de cette vidéo ChatGPT Master, mon guide pour débuter efficacement avec ChatGPT et le prompt engineering. Alors ce guide, c'est une référence en France, plus de 25 000 téléchargements en 2023. Il est totalement gratuit. Ici, il te suffit de renseigner 0 dans le prix et de cliquer sur ce bouton de renseigner ton adresse mail et en quelques secondes, tu le recevras à l'intérieur de ta boîte mail. Alors un autre aspect que vous avez sans doute manqué sur GPT-4o, c'est sa capacité d'être nativement multimodal. En effet, GPT-4o, comparé par exemple à GPT 3.5 ou même GPT-4, il a été pensé à la base pour comprendre autre chose que du texte, comprendre aussi des images, des fichiers, des PDF, des photos. Et ça, c'est totalement différent. Alors oui, on pouvait déjà le faire dans GPT-4 avec GPT-4 Vision, mais à la base, GPT-4 n'a pas été conçu pour ça. C'est plutôt une amélioration de GPT-4 que l'on a eu, alors que GPT-4o, il a été pensé pour être multimodal depuis le début. Et ça se voit dans plusieurs éléments. Par exemple, juste ici, dans GPT-4o, vous voyez que ici, je peux toujours charger des fichiers qui sont disponibles sur mon appareil, mais je peux aussi maintenant me connecter à Google Drive, me connecter à des applications comme Microsoft OneDrive, et nous, on va aller se connecter à un fichier dans mon Google Drive. Juste ici, je sélectionne un fichier Google Sheet, et on va lui dire, analyse-moi ce fichier en ressortant 5 graphiques qui te semblent pertinents. Déjà, première chose, ici vous pouvez voir qu'à l'intérieur de ChatGPT, je peux consulter mon fichier à l'intérieur de la conversation. Ensuite, on voit que ici, il est en train d'analyser le fichier et de me générer mes 5 graphiques. Après quelques secondes, tous mes graphiques sont disponibles. Et si j'en prends un par exemple juste ici, je vais pouvoir déjà l'étendre et le voir comme ça en tout grand, mais surtout, regardez bien, comparé à ce qu'on avait avant, on va pouvoir avoir des graphiques interactifs où je peux voir comme ça les données si je survole les éléments. Je suis aussi capable, si j'ai envie, voilà, comme ça, d'aller modifier les couleurs. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas, avant, c'était plutôt comme ceci que se présentaient les graphiques, voilà, et on pouvait rien faire dessus, alors que là, on a des choses quand même beaucoup plus interactives. Mais surtout, si je vais ici à droite, et que je lui dis, ajoute un autre paramètre sur ce graphique pour avoir les ventes par produit, par pays. En fait, je me suis focalisé sur ce graphique, et comme ceci, et bien voilà, je peux tout simplement voir maintenant les ventes par produit et par pays, et ainsi avoir un graphique plus personnalisé. Donc je peux comme ça relancer GPT-4o pour pouvoir modifier ces graphiques, étant donné qu'il est nativement multimodal. Un autre élément qui vous a sans doute échappé, c'est sur la génération d'images. Par exemple, juste ici, je vais lui demander de me générer une image pour les JO 2024 à Paris. Comparé déjà à DALL-E 3, la génération d'images est beaucoup plus rapide. Mais surtout, et c'est ce que je vais vous montrer, elle est ce qu'on appelle persistante. Persistante, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une image de base et ensuite la modifier, mais tout en conservant la même base. Ici, par exemple, il m'a généré une image et je vais ici sélectionner ici ce petit pinceau et je vais comme ça pouvoir sélectionner par exemple une zone juste ici. Et maintenant, si vous regardez en bas à droite, je vais pouvoir modifier des éléments sur cette zone. Par exemple, juste ici, ajoute une piscine au milieu de la zone sélectionnée. Alors il faut savoir que cette fonctionnalité, elle est certes très puissante parce qu'elle va permettre, vous allez voir, de conserver, comme je le disais, l'image de base et d'apporter des modifications, donc de faire de la retouche photo. Pour autant, c'est la fonctionnalité qui, à mon sens, n'est pas encore la plus optimisée, même si ici on voit qu'il a réussi à me mettre une piscine avec un plongeoir au milieu du stade tout en conservant la photo. Dans certains tests que j'ai réalisés, j'ai pas toujours eu le résultat escompté, mais ici on peut voir que par exemple, quand ça fonctionne, ça peut être quand même très puissant pour pouvoir modifier une image. Enfin, il reste encore 2 éléments que je voulais vous partager et que vous avez sans doute loupé en utilisant GPT-4o lorsque vous conversez avec lui. Ici, il m'a apporté une réponse. Et si vous connaissez la technique du prompt de relance, qu'il s'agit en fait de relancer à chaque fois ChatGPT pour effectuer des modifications sur la réponse précédente, maintenant, il va être possible comme ça de sélectionner une partie. Et si vous regardez ici, j'ai une partie qui s'appelle répondre. Et je pourrais lui dire:
supprime cette partie, et comme ça il va me répondre et tout simplement supprimer cette partie. Sinon j'aurais dû lui dire dans ta réponse précédente supprime toute la partie conclusion, ce qui peut avoir certaines hallucinations, alors qu'ici on vient directement prendre la bonne partie en la sélectionnant, et comme ici on lui dit de la supprimer. J'aurais aussi très bien pu par exemple la prendre ici et lui dire mais cette partie en anglais, et voilà, comme ça il est capable de faire toutes les modifications. Donc on le voit, gros changement au niveau de la partie du prompt de relance, où on va être capable de pouvoir beaucoup mieux segmenter les éléments qu'on veut modifier et faciliter les échanges avec ChatGPT sur lesquels il doit apporter des modifications. Et enfin l'autre élément, alors celui-ci il est peut-être même déjà disponible à l'heure où vous regardez cette vidéo, c'est l'arrivée d'une application pour MacBook. Une application où vous allez tout simplement pouvoir télécharger ChatGPT directement sur votre PC sans avoir à passer par un navigateur et ainsi échanger avec lui. Est-ce que c'est aussi potentiellement l'arrivée d'encore plus de contextualisation sur votre PC avec en plus les annonces qui ont été faites par Apple? Ça reste à voir dans les prochaines semaines. Et pour les personnes qui utilisent déjà ChatGPT comme moi sur leur smartphone, eh bien l'application reste disponible et vous commencez aussi à avoir accès à GPT-4o. Donc voilà encore deux autres annonces qui me semblaient importantes de vous mettre en avant. Cette vidéo qui revenait sur toutes les choses que vous avez pu manquer dans votre utilisation de GPT-4o, elle touche à présent à sa fin. N'hésitez pas à me faire savoir dans l'espace commentaire quelle astuce que j'ai présentée vous apportera le plus de valeur et faites-moi aussi savoir comment est-ce que vous utilisez GPT-4o depuis sa sortie. Et enfin, si cette vidéo vous a plu, c'est très simple, il n'y a qu'un seul moyen de me le faire savoir, c'est celui de laisser un petit like sous la vidéo. Et d'ailleurs, si vous voulez suivre toutes mes prochaines vidéos qui arrivent chaque semaine sur l'IA, la productivité, le no-code, low-code, il n'y a qu'un seul bon réflexe à avoir pour faire partie des premiers notifiés, c'est celui de s'abonner à la chaîne.